une seule récolte par année. Rien qu'une. Puis elle n'était pas toujours garantie. Il fallait aller chercher, il fallait aller à la chasse, il fallait aller à la pêche, il fallait faire de la cueillette en été. On ne vit pas au Québec de chasse, de pêche et de cueillette, c'est pas vrai. On ne vit pas au Québec de chasse, de pêche, de cueillette, et puis sous la tente pendant un hiver complet. Vous ne me croyez pas? Essayez-le. Vous allez voir. Essayez-le. Au printemps suivant, je vais aller faire un tour avec l'entrepreneur, le pompier. Correct? Pas d'objection? Hein? Puis là, je vais vous ramasser, je vais vous organiser des belles funérailles. Je suis assuré au printemps. D'entre vous qui ont déjà expérimenté une hypothermie, c'est une mort épouvantable. Il y en a quelques-uns? C'est une mort épouvantable. Ça vient dans le temps de dire, là, vous commencez, là, vous êtes absolument plus capable de remettre la chaleur dans le corps, et puis ça, en temps de quelques minutes, le cœur s'arrête. Hypothermie, ça c'est la mort qui nous guettait, nous autres. On va parler beaucoup de ça, hein? D'arriver et de trouver quelqu'un gelé à mort, de trouver quelqu'un dans son lit qui est obligé de passer, qu'il n'y avait pas de chauffage, rien. Au Québec, on ne peut pas survivre sans avoir une maison, une cabane isolée, avoir un toit, puis avoir un feu fermé, pas un feu ouvert, un feu fermé, comme en Scandinavie, comme en Russie. Feu fermé, ça veut dire une fournaise, là, avec un tuyau qu'on entretient jour et nuit, sans arrêt. À partir maintenant, à partir du milieu de septembre maintenant, vous êtes déjà, nous sommes déjà tous en risque de mourir d'hypothermie. On commence à s'habiller. On va commencer à chauffer, ça ne sera pas long. On ne s'en sort pas autrement. Alors on ne viendra pas me faire accroire à moi, le géographe, qui a fait, j'ai étudié sur place comme géographe, j'ai étudié sur place 57 pays, y compris la Russie, y compris les pays scandinaves, parce que je me suis spécialisé dans les pays nordiques. Je suis allé dans les pays tropicaux, mais j'attrape la malaria, je suis sujet à attraper la malaria, alors je ne peux pas vivre dans les pays tropicaux. On va parler de l'hiver. Notre hiver à nous. J'ai connu l'hiver russe. Il n'est pas la moitié malin comme notre hiver à nous. Parce qu'en Russie, la température baisse graduellement. On chauffe, on ne chauffe pas au foyer ouvert en Russie, ni en Scandinavie, ni en Finlande ou en Suède. On chauffe avec le poêle fermé, la tuyauterie, les maisons isolées depuis très longtemps, et les Russes s'y connaissent en matière de construction en bois. Ils s'y connaissent plus que nous autres. On a été obligé de prendre beaucoup. Alors, tout cet investissement-là, remarquez bien le mot que j'emploie, le terme géopolitique que j'emploie, investissement. On investit, et finalement, au terme de l'investissement, on est reconnu, on a un statut reconnu. Je vais vous donner un exemple bien simple. Vous entrez, faire des études en génie dans l'université. Qu'est-ce que c'est que vous faites? C'est un investissement que vous faites là. Vous investissez votre argent, vous investissez un emprunt, vous investissez votre temps, votre travail, ainsi de suite, l'achat de livres. Vous investissez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, 8 ans. On vous donne finalement un morceau de papier qui vous reconnaît comme ingénieur. On ne vous donne pas un bec à joue. Hein? On vous donne un morceau de papier. Vous êtes reconnu. Vous n'êtes pas estimé. Vous n'êtes pas sympathisé. Reconnu. Ce n'est pas la même chose. Reconnu. Je suis allé aux États-Unis dernièrement donner une conférence. J'ai été invité à la 3e conférence des États sécessionnistes américains dans le New Hampshire. Il y a 45 États américains maintenant qui veulent faire sécession, c'est-à-dire qui ont dit à Washington, les pouvoirs, nous prenons tous les pouvoirs. Nous prenons tous les pouvoirs. Alors je suis allé faire une conférence là-dessus, puis les Américains m'ont dit, ben, speak about Quebec, we're sympathetic. Parlez du Québec, on est sympathique. J'ai dit, votre sympathie, j'en veux pas. Gardez-la pour vous. Ce que je veux, la raison pour laquelle je suis ici, c'est pour vous montrer que nous sommes, dans les faits géopolitiques, nous sommes une nation, un peuple, une nation, et qu'en plus de ça, nous avons construit les assises d'un État. Et ce que je vous demande, c'est que nous soyons reconnus. Ce n'est pas la même chose que d'être sympathisé, ça. C'est très différent. Alors donc, nous avons investi un travail de fou. Les colons mouraient comme des mouches les premières années. Ils ont continué à venir, surtout de Normandie.
La grande majorité de Normandie. Pourquoi? Parce que les Normands avaient de l'argent. La Normandie est riche. La Normandie pouvait envoyer des semences, pouvait envoyer des vaches, pouvait envoyer des chevaux, pouvait envoyer en fin de compte des cochons, des poules, etc., de l'équipement à la toile pour que tu puisses commencer là, à faire des forges, à fabriquer toi-même ton propre affaire. Et puis grâce à la richesse normande et grâce au fait que les Normands sont restés en contact avec les familles normandes chez eux, mais là, il a pu rentrer comme ça même de l'équipement, et ainsi de suite, des choses dont on avait besoin et des choses dont on n'aurait pas pu survivre ni progresser si ça n'avait pas été justement du fait qu'une majorité d'entre nous sont de descendance normande. Et conséquemment, ça voulait dire une certaine richesse qui était apportée ici, avec un travail de fou, de fou. À l'âge de 15 ans, je m'étais trouvé un job à Joliette dans une ferme. Pour l'été, ça se posait de payer, en fin de compte, mes études. Et puis là, le gars m'a regardé, vous savez, le fermier m'a regardé, puis il dit, montre donc tes bras pour voir. J'y montre, j'avais des bras assez gros, puis gros. Ah, puis il dit, t'as des gros os, puis des gros poignets, il dit, tu vas faire l'affaire. Il ne m'a pas demandé si j'étais beau, intelligent, n'importe quoi. Il a juste regardé, j'avais des gros bras, des grosses épaules, des grosses jambes, là. Puis en vrai, le gars, 4h30 du matin debout, il n'y avait pas à Joliette, en 1946, 47, 48, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas de moteur nulle part. Tout se faisait à la main. J'ai vu ce que c'est que travailler à la main, se lever à 4h30 du matin, traire 11 vaches à la main le matin. C'est pas un plaisir pantoute. Après ça, nettoyer la porcherie. Après ça, transporter l'eau pour les chevaux, arriver sur la pompe comme ça, même là, puis le rapporter, le recommencer, nettoyer le poulailler, sortir la marque du poulailler. Et puis finalement, une fois que tout est prêt, bien là, tu te présentes pour déjeuner le matin. Ça, c'est 3 œufs, 4 œufs, puis ça, c'est du bacon, puis tout le restant. Puis tu cales ça. Ça descend dans le temps de le dire. Parce que tout de suite après le déjeuner, tu es dehors, c'est la job, encore à la main. Tu as travaillé comme ça, même, là, charger le foin à la main. Essayez de le faire, vous allez voir que c'est dur. Vous allez voir que c'est dur. Depuis que la mécanique est rentrée dans les fermes, là, le travail, comme on le faisait avant ça, c'est pas connu. Mettez-vous dans la tête. Le colon, vous savez, ça c'était en 1948. Mettez-vous dans la tête 100 ans auparavant, 200 ans auparavant, 300 ans auparavant, 400 ans auparavant. Alors qu'en plus de faire ce travail de fou, il fallait en plus de ça avoir le fusil prêt pour se battre. Parce qu'on avait les Anglais sur le dos, correct? Et en plus de ça, il fallait fournir des corvées. Des corvées, mon père avait été obligé une fois de participer à une corvée. Une corvée en hiver, ça voulait dire ôter à glace sur le chemin, là, puis déboucher comment on appelle ça, des fossés. Des corvées de construction de chemin, des corvées de construction des maisons des seigneurs, etc. Il fallait fournir un certain nombre d'heures. Des corvées pour la construction des églises, des couvents, des hôpitaux. Ça, c'est le même colon qui faisait ce travail-là. En plus de ça, il était obligé de travailler sa terre. C'était nécessaire à ce moment-là d'avoir une force herculéenne au point de vue physique pour être capable de résister. Et ce qui est arrivé sur le plan naturel, c'est qu'effectivement, les plus faibles sont morts, de sorte que les plus forts se sont répandus, se sont reproduits entre les plus forts, et on s'est retrouvé vers le milieu du 19e siècle, jusqu'à peu près le milieu du 20e siècle, on s'est trouvé avec un paquet de sujets forts, d'hommes extrêmement forts et de femmes extrêmement forts. Parce que Louis Cyr tenait sa force de sa mère, pas ça de son père.